Notre émission de la semaine, Madame, Monsieur, nous recevons Monsieur Gérard Augustin. Monsieur Gérard Augustin est un homme d'affaires originaire d'Haïti et qui s'intéresse beaucoup au continent africain. Il travaille avec plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et nous parlons avec lui justement de son expérience et nous parlons également, pourquoi pas, de l'élection du nouveau pape, à voir un petit peu comment est-ce que la communauté noire, comment est-ce que cette diaspora reçoit cette élection. On a appris aussi que le pape, d'après notre invité, aurait quelque part du sang noir. Alors tout ça, c'est à suivre dans les minutes qui vont suivre. Et nous avons également une chronique à l'émission. Et nous terminons le tout, bien sûr, avec une interview avec Empereur Bassamouka, qui nous parle depuis Abidjan, la Côte d'Ivoire. Voici donc le contenu de cette émission. Madame, Monsieur, bonsoir. Ici Henri Ngaka. Bienvenue à notre magazine de télévision. J'espère que vous êtes en forme, de bonne humeur, avec le soleil qui apparaît tranquillement, mais sûrement à l'horizon. Bougez pas, restez là. Nous sommes de retour tout de suite, après ces messages publicitaires. Et nous voilà de retour à notre magazine de télévision. Madame, Monsieur, je vous dis encore une fois bonjour, où que vous soyez dans ce bas monde. Si vous nous suivez à partir du continent africain, sur YouTube, je vous dis hello. Nous sommes à Montréal et c'est à Ici Télévision et le magazine s'appelle Ça va causer. Nous recevons aujourd'hui un grand monsieur, il s'appelle Gérard Augustin. Monsieur Gérard Augustin est un homme d'affaires canadien, installé quand même en Afrique de l'Ouest, mais beaucoup plus avec le côté anglophone. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Merci de m'accueillir dans votre émission. C'est un plaisir de vous recevoir à l'émission. Le plaisir est partagé. Il n'y a pas de hasard, hein? Non, il n'y a pas de hasard, effectivement. Donc, voilà. Oui, effectivement, je suis d'origine haïtienne. J'ai grandi ici à Montréal. Et depuis mon tout jeune âge, l'Afrique m'a toujours interpellé. Donc, voilà. Au fur et à mesure que j'ai cheminé. Donc, ça m'a amené effectivement vers, plus précisément, le Ghana. Donc, voilà. Vous êtes natif de Cap-Haïtien et vous avez grandi à Montréal, diplômé des HEC Montréal. Je dois le préciser parce que je sais que c'est du travail. C'est beaucoup de travail. Vous savez, les gens ne voient que les diplômes, mais ils ne voient pas tout ce qu'il y a comme travail à faire. Là. Il y a des études, il y a beaucoup de travail. Et en plus, les examens. C'est quand même stressant. il faut vraiment. Et quand on y arrive comme ça, moi je dis bravo, bravo et merci de vous voir. Dites-moi, vous vous intéressez à l'Afrique, pourquoi? En fait, pourquoi pas? C'est plutôt ça la question. Comme je disais, depuis mon jeune âge, depuis que j'étais petit, donc en Haïti, je suis venu ici, oui, très jeune, mais j'avais une fascination pour l'Afrique. Je me suis toujours considéré profondément africain. Pourquoi? Je ne le sais pas, mais j'ai toujours eu cette impression que moi, j'étais africain. Et je savais que j'allais finir tôt ou tard sur le continent d'Afrique, pardon. Donc, pourquoi l'Afrique? C'est vraiment une grande découverte. Quand j'ai été au HEC, j'ai commencé à faire des affaires. Donc, j'ai évité j'ai évité en fait l'école de médecine pour aller justement au HEC. Et c'était un coup de foudre. Alors, j'ai décidé que j'allais faire affaire, justement. J'ai commencé à faire un peu de commerce avec des camarades ivoiriens, béninois, etc. Puis, tranquillement, petit à petit, donc, les recherches m'ont amené à faire plus d'affaires et vraiment connaître et tomber en amour, disons, avec l'Afrique dans sa globalité, en fait. Est-ce que je ne sais pas si vous le savez, mais pour les Africains, en fait, ça, moi, je dois vous le dire, pour les Africains, les Haïtiens, ce sont des Africains, ce sont nos frères. Je pense que vous le savez, vous l'avez senti même. En fait, je crois que l'éducation, puisqu'on est une ancienne colonie, l'éducation fait en sorte que certains Haïtiens nient leurs racines africaines et, bon, certains même peuvent même amener l'argument que nous sommes mélangés avec les Taïnos. J'en disconviens pas, mais néanmoins, nous savons, moi, personnellement, en fait, je sais que je suis d'origine africaine et beaucoup d'Haïtiens le clament haut et fort. D'ailleurs, je crois que
Haïti est l'un des pays qui est resté le plus africain que même plusieurs pays de l'Afrique, d'où à cause de l'isolement. Vous savez, Haïti est une île, et aussi parce que nous avons obtenu notre indépendance bien avant plusieurs de ces pays d'Afrique. Le premier pays noir a Exact. obtenu son indépendance. Oui, voilà. Donc, nous avons pu garder nos traditions plus longtemps et protéger, en fait, notre culture plus longtemps. D'accord. Vous avez choisi, dans votre expérience, un peu plus tard, dans votre carrière, l'Afrique de l'Ouest anglophone. Je parle ici du Ghana, un pays dont on parle très peu, mais pourtant le Ghana, il y a quelque chose. Vous allez nous en parler. Pourquoi le Ghana et quelle différence faites-vous? Ça, c'est notre critique à nous. Je ne vous dis pas que j'ai raison, je dois avoir tort certainement, mais en tant que francophone, puisqu'on se réclame francophone, nous considérons que l'Afrique francophone, si on regarde un petit peu cette différence avec les pays colonisés par la Grande-Bretagne, on a constaté quand même que les pays anglophones sont mieux organisés, sont mieux structurés, peut-être que je me trompe, que la plupart des pays francophones qui boitent encore, que ce soit sur le plan de la démocratie, que ce soit sur le plan de l'organisation même du pays comme tel. Quel est votre commentaire là-dessus? En fait, c'est pas un point fixe pour moi, l'anglophone, francophone. D'ailleurs, a priori, j'aimerais dire que je me considère pas francophone, mais je me considère plutôt créolophone. Je suis francophone par décret. Hein? J'ai pas choisi d'être francophone. Donc, voilà. Et je suis africain et panafricaniste dans le sang. Donc, c'est un peu un pléonasme de dire que je suis panafricaniste puisque je suis haïtien. Donc, j'ai fait affaire avec... en passant, je ne suis pas exclusivement à Accra. J'ai fait le Bénin, j'ai fait le Togo, j'ai fait la Côte d'Ivoire, le Mali. Okay. Je fais plusieurs pays. Oui. Et j'ai tout simplement choisi qu'il fallait s'arrêter quelque part. Je ne pouvais pas jouer à l'ermite tout le temps. Donc, il fallait s'arrêter quelque part. Donc, moi, dans mes débuts d'affaires, j'ai eu des clients ghanéens, j'ai eu des clients belges qui faisaient affaire justement au Ghana et au Sénégal. Donc, c'est en fouillant un peu plus loin, voir, et là, j'ai fait mes voyages. Mes premiers voyages ont été au Ghana. J'ai appris à connaître la culture, à apprendre la cartographie. Et je me suis dit, OK, parfait, je maîtrise bien le Ghana, au lieu d'aller peut-être au Bénin, que je connais relativement bien. Mais le Ghana, le côté anglophone, est plus propice aux affaires que le côté francophone. Ça, on ne peut pas le nier. Comment l'expliquez-vous? Sur le plan pratique, avec votre expérience? Écoutez, oui, je ne peux que me baser sur mes expériences et mes vécus, les idées que je me suis forgées. Vous savez, les Anglais ont toujours une propension à être beaucoup plus d'affaires que les Français. Le francophone, à mon avis, sans froisser qui que ce soit, ils sont toujours plus dans le paraître. Hein? Le francophone doit bien parler, bien se présenter, bien se vêtir. Exactement, voilà. L'anglophone, il est plus dans l'être. L'anglophone s'intéresse à qu'est-ce que tu peux lui rapporter. Et c'est tout. Est-ce que tu peux lui faire de l'argent? Oui, c'est toi le plus intelligent, alors c'est toi qu'il va engager. Tandis que le francophone, et je suis au Québec, j'ai grandi ici, il est plus dans la partisanerie, même si en bout de fil, il sait que ça peut lui causer une certaine rentabilité, ça peut affecter sa rentabilité, sa productivité, mais il préfère peut-être être plus dans le paraître que dans l'être. Il y a quelque chose qui dérange profondément les francophones, quand on va le dire, quand un noir s'affirme et s'assume en tant que tel. Ça dérange, d'après vous, les francophones? Oui. On n'aime pas tellement ça? Oui. Sur quoi vous basez-vous pour affirmer cela? Écoutez, je répète encore, oui, le fait que j'ai grandi ici. Hein? Oui. Donc, je suis un Québécois pur coton. Okay? De ce que j'ai vécu ici, je peux l'affirmer. Et aussi, si on se base sur des exemples concrets, l'anglophone
si on prend des entreprises anglophones, ont une propension à engager plus les Noirs que les francophones. Et vous l'expliquez par cette philosophie. Qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce que tu es intelligent? Qu'est-ce que tu as de concret? Voilà, c'est ça. Oui, mais il y a aussi une histoire de complexité. Moi, je crois que... Ça, c'est l'anglophone qui est complexé ou... Je crois que le francophone est complexé. Par rapport à quoi? Puisque nous sommes fiers. Nous sommes fiers. Vous êtes fiers. Il y a la fierté, elle n'est pas endossée. Excusez l'anglicisme, elle n'est pas backée par du concret. L'anglophone n'a pas d'ego mal placé. Lui, il est purement d'affaires. Donc, l'anglophone ne t'aime pas et tu le sauras d'entrée de jeu. En partant. Oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle le fair play. Je t'aime pas, mais tu peux me rapporter quelque chose. Trouvons un terrain d'entente où ce que tu gagnes et je gagne. Et alors que le francophone, Le francophone, pour son ego, jamais. C'est qui, toi? Tu te prends pour qui, toi? Et ça se reflète énormément. J'ai eu la chance de faire partir de plusieurs conseils d'administration, ici au Québec et ailleurs. Et je peux vous dire que lorsqu'on est assis autour d'une table et que, ceux qui essayent de te questionner, pourquoi tu es confiant comme ça, ou te remet en question, ou essayent d'avoir l'air plus intelligent. Moi, je n'ai pas besoin d'avoir l'air intelligent. En fait, je préfère avoir quelqu'un d'intelligent à côté de moi qui peut me dire quoi faire, qui peut me guider, que d'être moi-même intelligent. Donc, je sais que ça va froisser beaucoup de gens, mais écoutez, le francophone te juge d'entrée de jeu et d'entrée de jeu, il regarde pour voir où est-ce que tu vas commettre une erreur pour pouvoir dire « Ah, voilà, je savais, il n'est pas ce qu'il dit qu'il est. Il se prend pour un autre, il est trop confiant. » Vous savez combien de fois j'ai eu ce commentaire que « Ben, t'es bien trop confiant, toi. » C'est comme... Et comme moi, je m'affaire à les répondre, c'est la confiance vient avec un prix. C'est parce que je suis confiant parce que moi, le soir, je ne vais pas directement me coucher, je fais mes recherches. Donc, quand j'avance un propos, je sais de quoi je parle. Si je ne sais pas de quoi je parle, je me tais. Alors, l'Afrique francophone, selon vous, je pense qu'on a cette même mentalité quelque part, n'est-ce pas? Nous sommes décolonisés aussi. Oui. Sommes décolonisés aussi. Avez-vous constaté la même chose en Afrique francophone? Il y a un vent de changement. D'accord? On est à l'ère des Ibrahim Traoré, des Tiani et autres. Et ça fait du bien. C'est un vent de fraîcheur. Alors, juste pour notre public, parce que vous avez cité un nom, un nom qui est très populaire et tout le monde l'applaudit. Ibrahim Traoré, qui est-il? Juste pour notre public. En fait, Ibrahim Traoré est un Burkinabé qui a pris le pouvoir, soi-disant... Par la force, c'est un coup d'État militaire, c'est ce qu'on lui reproche d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'on lui reproche, mais enfin bref. Un nationaliste. Un nationaliste, on pourrait en débattre longuement, mais c'est quelqu'un qui en veut pour son peuple. C'est quelqu'un qui est pour le peuple, qui agit, qui est là en fait parce que le peuple l'a mis ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez, après un certain temps qu'il était au pouvoir, il a voulu remettre le pouvoir et c'est le peuple qui s'est levé, qui a dit « Nous, on n'est pas pressés, laissez-les faire son travail. » Donc, c'est un jeune patriote du Burkina qui veut changer les choses. Et ce qu'il a réussi à faire en 2 ans, il y en a qui ont pris le pouvoir pendant 30 ans. Qui ne l'ont jamais fait. Qui n'ont jamais fait. Donc, pour vous, vous avez senti quand même que le continent évolue. C'est bien ça, le continent africain, avec une jeunesse qui est un peu plus informée et qui est proactif et qui veut des changements, n'est-ce pas? Le continent bouillonne présentement. Pourquoi? On est à l'ère des médias sociaux. Les jeunes, en fait, le continent est jeune. En passant, la moyenne d'âge est de 24 ans. En fait, c'est une blague, une 24 ans. 24 ans, inside joke. J'ai été, juste dernièrement, ça fait quelques semaines que je suis de retour. Vous étiez au Ghana, à Accra, et il y a quelques investisseurs qui sont venus me rejoindre.
Et juste comme ça, il y a eu une situation, puis l'investisseur a demandé, mais vous avez quel âge? J'ai dit, écoute, tu n'as pas besoin de demander, ils ont tous 24 ans. Demande pour voir. Puis comme de fait, la personne a dit 24 ans. Ça veut dire que les 50 ans et 60 ans sont déjà sous terre, hein? Non, ils sont là, mais on les voit moins et disons qu'ils sont plus établis. Mais la population est jeune, est très très jeune. C'est la moyenne d'âge 24, 25, 26 ans. Donc, ils sont sur les réseaux sociaux. La vérité est en train de sortir parce qu'il y a des réseaux sociaux dont on ne peut pas contrôler. Bien sûr. Donc, les yeux sont en train d'ouvrir. Ils se rendent compte qu'ils sont riches, mais pauvres. Comment ça se fait? Ils se questionnent. On a des ressources. Comment ça se fait que la France, pour ne nommer que celui-là, nous donne des centimes? Quelques miettes, oui. Oui, des miettes sur des milliards qui se met dans la poche. Comment expliquer qu'un pays comme le Mali a pu rembourser toutes ses dettes en l'espace de 2 ans, de passer du pays le plus pauvre à au premier pays africain qui n'a pas de dette. Donc, il y a cette espèce de conjonction qui fait en sorte que il y a l'éveil de l'esprit. Vous l'avez vraiment senti, quoi. Hein? Ah oui, c'est là. L'éveil de l'esprit est là et c'est là qu'on ne pourra pas effectivement arrêter la renaissance de l'Afrique. On parle d'une renaissance quelque part. C'est la renaissance de l'Afrique. Je vais dévier un peu. J'ai la chance de vous avoir et vous semblez tellement très intéressant. Vraiment, je vous remercie de votre franchise. Ce matin, en venant à la télévision, comme je prends le métro très souvent, je suis sorti du métro et j'ai croisé mes frères noirs, hommes et femmes, qui m'ont présenté ce document, parce que je passe souvent au métro. Le document dit ceci: un message de Dieu pour vous. Un message de Dieu pour vous. Vous pouvez avoir l'assurance de votre salut maintenant. Vous avez la vie éternelle. Qui croyez au nom du Fils de Dieu? Premier épître de Jean. Bon, d'accord. Je ne me cache pas, je suis catholique, mais je pratique plus ou moins. Bien. Alors, je me suis retourné pour leur poser la question. Messieurs, vous êtes noirs comme moi. Je dis oui. Comment se fait-il que je ne vois que des noirs au métro qui me présentent des pamphlets pour prier pour Dieu et pour Jésus-Christ? Je n'ai rien contre Jésus-Christ, moi aussi, en fait, moi j'y crois. Mais pourquoi il n'y a que des noirs? Je ne vois pas de Québécois ni d'autres que vous. Pire que ça, nous avons nous aussi nos propres prophètes. Pourquoi est-ce que vous n'en parlez pas? Il m'a regardé, on n'a pas eu le temps de parler, je suis parti. Là, je vous pose à vous la question, puisque j'ai cette chance de vous avoir. Comment expliquez-vous que nos frères sont très, très versés, vraiment versés vers les religions? Je n'ai rien contre les religions. Je vous dis, moi-même, je suis croyant. Mais nous, c'est un peu plus fort que ça. Est-ce que c'est dû au fait que nous venons des pays pauvres, qu'on a des sérieux problèmes, qui fait qu'on ne sait plus sur qui compter? C'est Dieu. Et derrière ça, il y a aussi des profiteurs, comme vous le savez. Je vais terminer ici ma question par autre chose, puisqu'on a quand même beaucoup parlé, vous et moi, avant. Il y a eu un pape qui a été élu dernièrement. Il y a eu plusieurs monseigneurs ou cardinaux noirs qui rêvaient aussi, dont celui de la Guinée, celui du Congo aussi, qui rêvaient de devenir pape. Mais c'est un pape qui est là, qui est blanc, qui est américain. Mais on ne dit pas beaucoup qu'il vient du Pérou aussi. Hein. On ne dit pas beaucoup, qu'il est péruvien. Mais on dit qu'il est américain. Alors, je vous laisse commenter sur cet élément-là. D'accord. Donc, a priori, je dirais que en ce qui a trait à la religion, je ne suis pas théologue, mais comme vous le savez, on a tous baigné dans la religion parce que, comme vous l'avez bien mentionné, en tant que noir, on a une propension à être beaucoup plus religieux que les autres. Pour moi, c'est simplement dû au fait de la colonisation. Oui, parce que comment on a perdu notre propre religion ou nos propres croyances? C'est au bout du fouet. Hein? Donc, tu répètes, tu veux pas enseigner ça, on te fouette, on te coupe les mains, le roi Léopold, on te bat, et les mères, ne voulant pas que leurs fils finissent pendus au bout d'une corde, leur disaient, ben, apprenez ça. Ça a été la même chose pour l'islam aussi. C'est au bout du fouet, de l'épée, de la corde, du feu, etc., que nous avons adopté. Que les gens aiment ça ou pas, c'est un fait.
nous avons adopté le christianisme ou peu importe la croyance par la force. Donc, selon vous... C'est un instinct de survie. D'accord. Donc, selon vous, j'allais vite parce que le temps presse. Selon vous, les religions, c'est politique. C'est strictement politique. Allez. C'est que politique. Il n'y a rien d'autre que la politique. En fait, si les religions étaient vraiment, prenaient vraiment la spiritualité, on verrait des résultats concrets comme les Chinois. Les Chinois, ils sont quoi? Ils sont de quelle croyance? Hein? Regarde le développement, les Asiatiques, on peut voir partout. Même l'Arabie Saoudite, qui est soi-disant musulmane, et ils prospèrent comment? Donc, il y a quelque chose dans l'enseignement qui n'est pas clair. Tandis que nous, c'est le seul salut que nous voyons, la seule façon de réussir, de nous valider, c'est de croire peut-être en quelque chose de fictif et nous croyons que c'est après cette vie sur Terre, et c'est ça je trouve triste, après cette expérience que Dieu nous a mis ici pour vivre, c'est là que nous allons réellement vivre. Je suis à la télévision, je ne dirai pas de bêtises, mais vous voyez l'enfantillage. Donc, voilà, c'est la raison pour laquelle, pour moi, c'est la spiritualité avant tout. C'est la spiritualité n'est pas une religion. Voilà. Ensuite, le pape, qui a un soupçon de négritude chez lui. En fait, son arrière-grand-mère est haïtienne ou quelque chose comme ça. Oui. Et ça a été prouvé, ça? Non, c'est ce qu'il dit. Hein, c'est lui-même qui le dit? Oui, c'est lui-même qui le dit. Il y a peut-être 2-3 générations de négritude chez lui. Bon, il y a un poustillon, il faut mettre les lunettes et la loupe pour pouvoir voir. Mais ce que j'ai appris, il a vécu en Afrique, hein, dans plusieurs pays, et notamment au Congo aussi. Hein. Il parle même le kiteke. Le kiteke qui est un dialecte congolais. Vous savez combien de Blancs que j'ai rencontrés au Ghana qui mangent le foufou et le bankou et qui parlent le tui régulièrement? Les Africains du Sud aussi, ils sont installés, bien installés depuis à peu près quoi, 200 ans. Ils parlent la langue aussi. Donc, est-ce que c'est censé vouloir dire quelque chose? Qu'il soit noir? Pour moi, c'est le message. Ce n'est pas le messager, c'est le message. Qu'est-ce qu'il va amener de différent que les autres? Donc, pour nous, c'est vraiment une question de confiance en soi, c'est ça? Exact. Une confiance en soi. Et aussi s'instruire, ne pas rester ignorant. C'est bien cela. Pour moi, c'est d'essayer de se connecter avec son fort intérieur, d'être honnête avec soi-même avant tout, et transparent avec soi-même, et de poursuivre ses aspirations, d'aller vers de l'avant, de faire ce qu'on aime faire. Mais il n'y a personne qui peut venir nous dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on devrait faire. On peut prendre des conseils, mais il faut toujours suivre son fort intérieur. Je dois vous dire merci. Merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, madame, messieurs, restez là. Nous sommes de retour tout de suite après ces réclames publicitaires.